Une chronique et la revue de presse internationale. Regard sur la diplomatie, c'est tous les jeudis entre 18h30 et 20h30 minutes. Une présentation de Yves Modeste Ngué. Dites à vos pays que le Cameroun souhaite nouer avec tous, sans réticence ni exclusive, des liens solides d'amitié et de confiance. Notre place nous attend. Il nous tarde de la rejoindre afin de prouver à tous ceux qui nous ont témoigné leur amitié que nos actes seront à la mesure de leur confiance. Nous saurons, dans l'enthousiasme, bâtir une nation dont nos enfants seront fiers et qui, dans le monde, marquera sa place sous le triple signe de notre devise nationale. Il reste, à mon avis, que la communauté internationale devra répondre à la question suivante. Le monde peut-il continuer à évoluer dans un contexte de guerre commerciale, de méfiance entre les États, d'incompréhension entre gouvernants et gouvernés? Si, comme on peut le supposer, la réponse est négative, il me paraît que seule une conférence internationale au plus haut niveau pourrait jeter les bases de l'acte 2 de la mondialisation. Vous avez convoqué la tenue d'un grand dialogue national, inclusif aux problèmes posés qui sont une menace à l'unité du pays et au vivre ensemble des Camerounais. Le corps diplomatique met beaucoup d'espoir dans les recommandations issues de ce dialogue et salue le début de leur mise en œuvre effective. Notre pays est une capitale de la diplomatie dans la sous-région de l'Afrique centrale. Le Cameroun bénéficie donc d'une bonne image de la confiance de ses partenaires, aussi bien bilatéraux que multilatéraux. Nous n'avons pas de coopération militaire avec le Cameroun, contrairement par exemple à ce que nous avons avec la RDC ou même avec le Gabon et la RCA. Dans le nord-ouest et le sud-ouest, nous sommes dans une crise qui est plus jeune. Donc nous avons proposé notre assistance en termes d'expérience, de vie et de coexistence des communautés. On n'avait pas pensé avoir affaire à une menace de type terroriste ou asymétrique pour pouvoir maintenant réadapter nos forces. On pourra dire que ces nouvelles menaces ont frappé le dispositif de veille camerounais. Docteur Franck Bogo. J'ai un problème quand même qui est fondamental, c'est le chevauchement, n'est-ce pas, des trajectoires. Parce que l'Union africaine a reconnu que l'intégration doit se faire au niveau des sous-régions. Donc finalement, moi j'ai peur que les États soient essoufflés parce qu'il y a un engagement qui est demandé au niveau des CER qui ont été reconnus, mais également des efforts qui sont demandés pour faire marcher l'Union africaine. Le plaisir est renouvelé, mesdames, messieurs, de vous retrouver dans le cadre de ce programme consacré à la politique internationale et à la diplomatie. Merci donc de faire confiance à Regard sur la diplomatie. Donc l'édition de ce soir nous amène à interroger la problématique de la bataille de pouvoir en Libye alors que les négociations de paix se poursuivent. Dans la seconde partie de l'émission, nous allons parler du fonctionnement de la coopération bilatérale qui constitue l'élément fondateur des relations internationales. Ça se passe sur Royal FM 88.4 et sur Royal FM Espace Cameroun pour ce qui est
du direct Facebook. Pour vous servir ce soir, Ulrich Kemoui est à la mise en onde et au cadrage vidéo. Régie d'antenne, Carole Prudence, ceinture, coordination éditoriale, Bertrand Ouna, coordination centrale, Roger Kiyek de Kiki, supervision générale, révérend pasteur Emmanuel Noël Bissaï. Au microphone, je suis Yves Modeste Ngué. Bonsoir à tous et bienvenue. King Roberto Pasto, the king of the new revolution in Africa. I call all the youth of Africa to stand for this new revolution. Call upon Africans to be united as one. I call upon Africans to be united again. United we stand, divided we fall. United we stand, divided we fall. Unity, unity, unity. My African brother and sister, I am the savior to free Africa land. That from us we can be reconnected to the reality. The doctrine of the four grandparents, Christianity, Islam, not belong to Africa. The white man bring Christianity to divide us and to put the artificial border. Because South Sudan, North Sudan, Rwanda, Burundi, Cameroon, English Cameroon, French Cameroon, Biafra, we are all brother and sister. Congo, Burundi, Rwanda, Uganda, South Africa, Zimbabwe, we are just brother and sister. Unity, 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 unity. The land of Excellency Kaguta Museveni, the father of the nation of Uganda, the father of East Africa, and Mama Janet, the first lady of the nation of Uganda, the land of Jongo Foncha, the land of Batande Mona, the land of Sultan Jaya, and the land of Douala Magabele, the land of Martin Tosama, the land of Thomas Sankara, the land of Patrice Lumumba, the land of Kwame Nkrumah, and the land Ibrahim Monjeya, the land, oh God of my four grandparents. I call your name to come to Africa and reconnect African to the reality. Because we African, you don't know where you come from, it means you don't know where you are going. We have to be reconnected. African leader, traditional ruler, prophet, pastor, is the moment to say no. No to Corona, no to Corona, no to Corona. They create Ebola, they create HIV. Nah, they create Corona. Corona, don't want to know. See your president, see your chief, see your pastor. I call upon Africans to be united as one. I call upon Africans to be united again. United we stand, divided we fall. United we stand, divided we fall. You can be fed prophet, you can be fed pastor, you can be president, you can be traditional ruler. Because in Africa, a lot of fed pastor, a lot of fed prophet, just stealing and deceive the population of Africa in the name of God. Corona don't want to know. You have the money, you cannot pay to survive. It's time for unity because everything is vanity of vanity. Congo, Burundi, Rwanda, Uganda, we are just brother and sister. Southern Cameroon, French Cameroon, Bambileke, Bamoun, Bassa, Nordis, Boulou, Yaoundé, we are just brother and sister. Why are we fighting? Mesdames, Messieurs, merci de rester fidèles au programme de Royal FM. C'est bien regard sur la diplomatie. Alors nous sommes ensemble jusqu'à 20h, 25 minutes exactement. Fabrice Neminemi, bonsoir. Bonsoir Imodas Gay. Bienvenue. Merci. Alors vous êtes arrivé à pas de course. Vraiment pas de course. Nous avons été un peu empêchés par le trafic, mais nous sommes fiers que nous puissions répondre présent en ce jour.
Très bien. Fabrice Némé, chercheur diplômé de l'Institut des relations internationales, chercheur en relations internationales, également en histoire des relations internationales. Alors, de l'autre côté, c'est bien Ousmane Amin Fadil Koutou. Bonsoir, Ousmane. Bonsoir, monsieur Yves. Alors, comment vous allez, vous? Non, ça va. Très bien. Alors, Ousmane Amin, vous êtes chercheur en sociologie militaire et sur des questions stratégiques. Bienvenue sur Regard sur la diplomatie. Merci beaucoup. Alors, Fabrice Némi, c'est avec vous qu'on va ouvrir avec ce sujet sur les prochaines élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Alors, c'est cette semaine, en début de semaine notamment, que nous avons appris cette annonce de l'ancien président Henri Konan Bédié, qui doit d'ailleurs se présenter à l'investiture du parti le mois prochain pour revenir ou alors porter sa candidature à la présidentielle d'octobre prochain. Un commentaire. Déjà, ce que nous puissions avancer comme commentaire à cette actualité africaine est que le pays frère qu'est la Côte d'Ivoire a toujours fait l'objet de nombreux commentaires lorsque il est question des élections présidentielles. Au vu des différents protagonistes qui se sont déjà prononcés quant à leur candidature, puisqu'ils l'ont déjà déclaré de manière officielle, l'on peut dire que l'on retourne un peu aux différents scénarios des années antérieures, notamment avec la dernière déclaration de la candidature du président, de l'ancien président Henri Konan Bédié, dans un âge déjà très avancé de sa vie politique. On avait espoir que la Côte d'Ivoire sortirait un peu de ces vieilles classes et qu'elle offrirait au peuple ivoirien, au peuple africain, une nouvelle classe politique. Mais attention, Henri Konan Bédié dit que son retour, c'est pour orienter mieux la jeune classe, afin de la rendre compétente. Vous savez, on ne peut pas toujours jouer ce rôle en étant toujours aux avant-postes. On peut toujours bien également remplir cette fonction-là en étant parfois un peu effacé, en jouant, en mettant des nouvelles figures sur la scène politique. Donc nous ne pensons pas de manière très sérieuse que c'en étant président ou bien en étant candidat qui pourrait facilement orienter la jeune classe politique. Et le constat que nous pouvons même faire est que les deux autres candidats, déjà avec l'ancien président de l'Assemblée nationale, qui déjà fait l'objet des poursuites, est bloqué en France. Et l'autre président, c'est-à-dire le dauphin de l'Assemblée, vit un peu certaines conditions sanitaires un peu difficiles. Donc, on se rend bien compte qu'au vu des trois protagonistes, il n'y a vraiment pas un candidat qui puisse vraiment faire l'objet d'un certain consensus légitime au sein de la classe politique ivoirienne. Et toutefois, Fadil, il y a quand même que c'est Henri Konan Bédié lui-même qui dit qu'il a été forcé de répondre à l'appel du peuple. On sait quand même que c'est un homme crédité en Côte d'Ivoire. Bon, si c'est le peuple qui le souhaite, pourquoi pas? Je ne trouve même pas qu'il y ait un problème à l'âge d'Henri Konan Bédié. À un certain moment de l'histoire, la question de l'âge à la présidentielle n'est plus nouveau en Afrique en tout entière. Donc, vous ayez accumulé 100 ans ou alors 80 ans, tout ceci, tout cela, je ne vois pas que la question de l'âge puisse poser problème en contexte africain. Donc, être un vieux président en Afrique, ça ne poserait en aucun cas de problème. Encore que ces vieux, à un certain moment de l'histoire, se sont rendus compte que faire confiance soit à la jeunesse, donc n'est pas du tout chose facile. Et on s'est rendu aussi compte que la jeunesse semble être très manipulée de nos jours. Et alors, s'il faut prendre vraiment des choses au sérieux, moi je n'en disconviens pas, puisque pour se présenter pour l'investiture à la présidentielle en Côte d'Ivoire, il faut à tout prix qu'il y ait un plan politique. On doit voter quelqu'un sur un plan, sur un programme politique bien établi. Alors si le peuple fait confiance à Henri Konan Bédié, à base de son plan, de son programme politique, de son projet pour la Côte d'Ivoire, je ne trouve pas que l'âge soit un problème véritable dans ce pays voisin.
Alors, de toutes les façons, les investitures, c'est le mois prochain. On va revenir sur ce sujet. Regard sur la diplomatie, vous êtes bien à l'écoute. Et Fadil, on va également avec vous entamer ce sujet qui constitue le premier mobile de notre émission ce soir. Il s'agit bien, Fadil Kotou, de la situation en Libye. Situation en Libye, ce n'est pas encore le calme. Bon, en réalité, ce n'est pas encore le calme en Libye. Et le retour donc, au calme, c'est tout un processus. Donc, ce n'est pas une histoire d'une courte durée. À partir du moment où le désordre occasionné de ce côté donc, traduit ce que l'on appelle la vie après le président Kadhafi. Donc, depuis le départ du président Kadhafi ou la mort du président Kadhafi, la Libye va connaître et connaîtra toujours davantage de petits problèmes. Ce qui fait en sorte que le problème le désordre actuel en Libye a beaucoup d'enjeux, d'autant plus géostratégiques à partir du moment où le problème ne se limite plus donc, à l'intérieur de la Libye, mais il y a déjà un problème de positionnement entre les différentes puissances. Vous verrez maintenant qu'il y a déjà même la formation des groupes d'alliances, d'autres qui soutiennent le gouvernement du Premier ministre, d'autres qui soutiennent le gouvernement du général, du maréchal général Haftar. Donc, je me dis qu'en réalité, ce problème est beaucoup plus géostratégique et avec le temps, des solutions pourront y être trouvées. Alors, Fabrice Némi, c'est vrai que ces derniers temps quand même, on voit le gouvernement d'union nationale engranger des victoires, c'est-à-dire l'aéroport de Tripoli a été prise, plusieurs autres villes, la ville de Tripoli même. Est-ce que ça montre quand même que le Premier ministre Sarraj a du vent en poupe? Le Premier ministre Sarraj a du vent en poupe sur le plan militaire parce qu'il a eu à bénéficier sur le plan stratégique d'un soutien très fort, notamment la Turquie qui a fait qui a eu utilisé ses mercenaires, parce qu'il faut bien le préciser que ces Turcs entre guillemets qui combattent là-bas ne sont que des mercenaires syriens parlant de soutien, Fabrice Némi, toutes les parties sont soutenues d'une manière ou d'une autre. Toutes les parties sont soutenues, mais sauf que dans la guerre, il y a parfois des moments, des batailles où vous pouvez gagner et que à la fin, du moins à la fin, vous ne puissiez pas toujours bénéficier d'une victoire finale. Donc ce n'est qu'une victoire stratégique qui ne va pas mettre un terme à cette guerre. Mais ce que nous pouvons dire à ce conflit africain qui vient encore s'ajouter à la kyrielle des conflits que le continent africain a déjà eu à connaître depuis ces années d'indépendance est qu'il faudrait que les États africains puissent davantage se doter des institutions fortes pour éviter ce genre de scénario. Parce que à la fin, les différents acteurs ou bien protagonistes peuvent se battre pour la conquête du pouvoir, mais à la fin, c'est toujours le peuple qui en souffre, qui en périt. Et l'on se rend bien compte que ce n'est pas toujours très évident pour le peuple libyen de vivre dans ce chaos infernal. Et l'on va même jusqu'à soupçonner que ce peuple libyen-là souhaiterait même encore les années Kadhafi au vu de ce qui se passe actuellement. On ne peut pas se rendre compte que dans un grand pays qu'était la Libye, qu'on puisse observer cette scène-là aujourd'hui, c'est tout simplement déplorable. Il est tout simplement question que les différents acteurs, qu'ils soient internes ou bien externes, mettent un peu les armes de côté afin qu'on puisse trouver une solution politique qui, de notre point de vue, reste la seule voie
à laquelle on peut avoir une sortie de crise, une sortie de conflit. Est-ce que vous sentez quand même le maréchal Haftar un peu en faiblesse aujourd'hui? Oui, le maréchal Haftar est un peu en faiblesse, mais il y a quelques jours, il a eu à quoi bénéficier d'un soutien, du moins son soutien principal dans la région qu'est l'Égypte, a eu à réaffirmer non seulement sur le plan militaire, mais également sur le plan politique et diplomatique, parce qu'il faut bien se rendre compte que c'est un conflit qui va au-delà des enjeux géostratégiques et touche même certaines proportions politiques et diplomatiques. À titre d'exemple, en mars dernier, le représentant des Nations Unies qui a eu à démissionner n'a jusqu'ici Salamé n'a jusqu'ici pas été remplacé. Et pour quelle raison? Tout simplement parce que... Non, mais il y a une intérimaire là, une américaine qui joue l'intérim en ce moment. Moi, même si elle savait qu'elle joue l'intérim, elle n'a pas encore été officiellement désignée. Officiellement désignée, et le processus est bloqué par le fait que le Conseil de sécurité des Nations Unies ne parvient pas encore à avoir un profil idéal pour pouvoir jouer ce rôle-là. L'ancien ministre des Affaires étrangères algérien, Ramtan n'a pas eu à bénéficier du soutien des États-Unis, parce qu'il y a deux capitales arabes qui ont eu à jouer en lobby auprès des États-Unis, et notamment l'Égypte et les Émirats arabes unis, qui soutiennent le général Haftar. Et on se rend bien compte que face à ce blocage-là, Antonio Guterres a eu à proposer une autre candidate, notamment la représentante des Nations Unies auprès de l'Union africaine, qui est la Ghanéenne. Mais jusqu'ici, il est un peu difficile que les États-Unis puissent donner leur accord pour que cette voie-là puisse être rapidement résolue. Fadil, on y voit quand même dans ce conflit l'engagement ou l'implication d'une dizaine de pays. Ça montre les enjeux dont vous allez évoquer tout à l'heure. Effectivement, il y en a beaucoup d'enjeux, puisque certaines puissances étrangères ont fait de ce problème, de ce conflit libyen, à travers le jeu d'alliés. Donc ils ont fait de cela des atouts économiques, des atouts sécuritaires. Vous verrez que j'ai eu dit tout à l'heure que le général Haftar semble être en faiblesse. Je dirais qu'il n'est pas en faiblesse à partir du moment où, lorsqu'on est en position de garde, ces faiblesses sont exposées. Donc on ne saurait juger actuellement déjà s'il est en position de faiblesse. Et pour vous relancer, la Ligue arabe a tenu une réunion il y a quelques jours seulement, et je crois que la Ligue arabe s'est prononcée en la faveur du soutien du maréchal Haftar. Effectivement. Ça montre clairement qu'il n'est pas encore faible. Il n'est pas encore faible. Et vous allez aussi comprendre que derrière cela, il y a beaucoup d'enjeux. Toutes ces grandes puissances aujourd'hui savent ce qu'ils guettent en Libye. Et je vous ai dit tout à l'heure que depuis la mort du président Kadhafi, ces puissances en réalité savent ce qu'elles cherchent en Libye. Il y a une guerre du pétrole, donc l'éternelle guerre du pétrole dans la Ligue arabe en général. Et on connaît la puissance de la Libye. On sait ce que Kadhafi a jadis fait. On sait ce qu'il a fait donc pour la Libye. Si aujourd'hui, par exemple, le peuple semble ne pas soutenir le général Haftar, c'est juste parce que le peuple juge que le général Haftar semblerait donc soutenir plutôt les intérêts ou privilégier les intérêts des puissances étrangères. Alors le peuple maintenant est contre cela, parce que depuis la mort du président Kadhafi, tout le monde il y a presque eu ce que l'on a appelé l'éveil des consciences. Donc je ne trouve pas donc, que lui, il soit aujourd'hui un peu en faiblesse. Encore que vous avez mentionné que les pays de la Ligue arabe, si ces pays de la Ligue arabe, vous verrez qu'il y a aussi l'Arabie saoudite par exemple. L'Arabie saoudite a souvent été pas allié, donc officiel des États, mais vous verrez que dans le cas Libye, l'Arabie saoudite est impliquée. Oui. Et quelque part maintenant, dans toute la Ligue arabe en général, souffrez un peu que je vous le dise. En Arabie saoudite, il est très difficile qu'il y ait de guerre en Arabie saoudite. Le jour qu'il y aura de guerre en Arabie saoudite, donc il y aura presque, je pourrais dire que ça sera la fin du monde. Il n'y aura jamais de guerre en Arabie saoudite. Et si l'Arabie saoudite est déjà derrière le général Haftar,
tenez-vous tranquille, l'Arabie Saoudite voudrait protéger ses intérêts et juger aussi ce qui pourrait venir de la crise libyenne, l'inconvénient qu'elle-même pourra aussi vivre. Tout simplement parce que quoi? Il y a certains pays de la Ligue arabe qui sont gouvernés par le royaume. Quand on parle de l'Arabie Saoudite, là-bas, on sait que l'héritage là-bas, la succession au pouvoir là-bas, c'est une affaire de famille, c'est la parenté. Donc là, maintenant, il n'y en aura jamais des élections là-bas en Arabie Saoudite. Donc ces puissances maintenant sont très stratégiques au sein de la Ligue arabe. Donc voilà ce qu'on pourra aussi retenir de cette situation. Donc, Fabrice Némé, voilà donc une situation qui se dégage. Il y a dans ces pays, et en réalité ces pays, donc c'est vrai, ils parlent de pétrole. Fadil a essayé de brosser le pétrole, mais dans un pays dont on veut la paix, puisque c'est chaque partie-là, c'est chaque État même qui souhaite un rétablissement, un retour de la paix en Libye. Pourquoi ces pays ne pourraient pas soutenir, par exemple, un camp jugé légitime, comme par exemple celui qu'a choisi la communauté internationale? Pourquoi ne pas batailler en rang serré qu'en rang dispersé? On ne saurait, il n'est pas très évident de soutenir, du moins d'espérer avoir un camp soudé, parce que les différents protagonistes, soit même plutôt qui a un statut au vu des différents intérêts qui prévaut à qui bénéficiera dans le statu quo? Aux différents protagonistes, parce qu'il faut bien se rappeler que la Turquie n'intervient pas là-bas de manière hasardeuse. La Turquie a eu à signer des accords sur l'exploitation des gisements de gaz à la Méditerranée avec le gouvernement de Sarraj. Donc il faut bien préciser que les différents protagonistes ne souhaitent que le statu quo pour pouvoir avoir une certaine plus-value. Mais ce qui nous inquiète un peu est un peu le rôle silencieux que jouent les États-Unis. Même si de manière officielle, ils soutiennent le gouvernement reconnu par la communauté internationale qu'est le camp de Sarraj, mais on ne voit pas encore des actions concrètes. Bon, peut-être qu'on pourrait analyser ça par le fait que le président Trump serait un peu préoccupé par des agendas de politique nationale, notamment son élection, mais on serait très, très, très ravis de voir vraiment les États-Unis se prononcer sur ce conflit, d'autant même plus que la Russie, qui également soutient le maréchal, ne se déploie pas comme elle se déploie également sur certaines zones conflictogènes. Du moins de façon plus visible. De manière plus visible, même si il y a également des mercenaires russes qui sont sur le terrain, mais elle ne frappe pas vraiment un point sur la table comme elle le fait souvent en Syrie ou bien en Ukraine. Mais on espère tout simplement que les différents acteurs puissent trouver une voie de sortie des crises. Mais ce qui nous intrigue encore, c'est face à cette dernière actualité, est un peu le rôle que jouent les pays africains. On s'est parfois résolu à dire que face aux différentes interventions militaires étrangères en Afrique, que l'Afrique trouverait ses propres moyens pour pouvoir elle-même résoudre ses problèmes. C'est la raison pour laquelle, à la décennie 2000, on a brandi le slogan « Solution africaine aux problèmes africains » à travers notamment une nouvelle architecture de paix et de sécurité que l'Union africaine s'est dotée. Mais on observe tout simplement que cette architecture est tout simplement inefficace parce que cette architecture avait pour but de résoudre ce genre de crise sécuritaire, notamment avec la force africaine en attente. On se rappelle que cette architecture prévoyait un certain nombre de mécanismes, que ce soit un conseil de paix et de sécurité, une force africaine en attente, un comité de charge, un fonds de soutien à la paix et un mécanisme d'alerte rapide. Mais on se pose véritablement la question de savoir, au vu
de cet arsenal stratégique, politique et diplomatique, mais que font l'Union africaine face à cette crise? C'est vrai, l'Union africaine a eu à mettre en place un comité. C'est vrai, on y revient tout à l'heure. Mais déjà, vous avez parlé tout à l'heure, Fabrice Némi, de cette volonté quand même des parties prenantes, bien que le statu quo soit bénéfique à ces États-là, il y a aussi la volonté de voir la crise être aujourd'hui résorbée. Il y a Fadil Kotou, une multitude de réunions qui sont tenues. Nous avons déjà vu en février dernier, l'Union africaine s'est prononcée sur ce cas. À Berlin, il y a eu une activité et au Congo-Brazzaville également, il y en a eu. Alors voilà donc plusieurs réunions qui tentent d'apporter une solution au cas libyen. Mais on fait du surplace. Effectivement, vous verrez que généralement quand il y a des guerres, lorsqu'on n'est pas allé en profondeur pour comprendre, lorsqu'on veut résoudre un problème, il faut s'interroger sur ce qui cause ce problème. Cela ne servirait à rien d'aller s'asseoir quelque part, commencer maintenant à penser que quelles sont les solutions probables pour la résolution de ce conflit dans tel pays ou dans tel pays. Le cas de la Libye, qu'est-ce qui fait problème exactement? Pourquoi y a-t-il opposition entre les deux? Pourquoi le général Maréchal s'oppose-t-il au gouvernement de Fayez, tout sachant que ce gouvernement est soutenu par l'ONU. Lorsque vous dites que les États-Unis ne se sont pas prononcés, je ne crois pas que les États-Unis puissent vraiment soutenir le général Marshall, quand bien même l'ONU est plutôt derrière le gouvernement reconnu à l'échelle internationale. Les États-Unis ne vont que soutenir. Et si vous voyez bien, je vous ai parlé tout à l'heure des agences de pensée déjà, des agences, les forces qui se sont déjà constituées. La Russie soutient le général, et les États-Unis maintenant sont contre. Et vous savez que dans la dynamique actuelle, il y a beaucoup de guerres, beaucoup de conflits qui opposent la Russie systématiquement aux États-Unis. Donc, et c'est même ce qui explique le fait que la Ligue arabe se réunit pour trouver une solution et juge utile de soutenir plutôt le régime du général Marshall. Donc, il y a ce problème. Mais moi, particulièrement, je ne trouve pas que la solution aux guerres africaines vienne des structures africaines. Parce que ces structures africaines, dans la plupart des cas, ne sont même pas souvent au début même à la genèse de la guerre. Alors, vous le dites si bien. Pourtant, malgré ces réunions qui ont été tenues, que ce soit à Berlin et même ces puissances étrangères, pensent aujourd'hui, et même l'Allemagne, qui est d'ailleurs, c'est un pays qui est prêt aujourd'hui à accompagner l'Union africaine. Alors, tous ces pays estiment que la solution doit provenir de l'Afrique, même le secrétaire général des Nations Unies. La solution doit provenir de l'Afrique. On pense que l'Union africaine est aujourd'hui armée pour résoudre cette situation. La solution doit venir de l'Afrique. Alors, je vous ai dit que derrière ce conflit, il y a tellement d'enjeux. Et la guerre donne de l'argent. La guerre, c'est de l'argent. Donc, ce conflit que nous sommes en train de voir, il y a des pertes en vies humaines, il y a tout ce que cela peut générer. Mais comprenez qu'il y a des personnes qui bénéficient dans ce... La guerre, c'est de l'argent. La guerre produit énormément de l'argent. Bon, ces puissances vont dire que la solution viendrait de l'Afrique. On n'ignore pas l'hypocrisie dans les relations internationales. On va beau dire que la solution proviendra ou viendra de l'Afrique, tout en sachant que l'Afrique ne peut pas, illico presto, ipso facto, mobiliser maintenant des moyens pour pouvoir le faire. Et comme l'Afrique attend aussi de ses financiers, de ses bailleurs de fonds, pour pouvoir prendre aussi des décisions, qu'est-ce qui se passe? Il laisse l'Afrique, ces grandes puissances laissent à l'Afrique la possibilité de résoudre un conflit dont ils ne sont pas à même de le faire. Et si vous voyez, quand ils disent que la solution viendra de l'Afrique, cela c'est en raison de la position géostratégique de la Libye entre l'Afrique et l'Europe, la position de la Libye. Toutes ces puissances européennes savent en réalité que la solution peut venir de nos organisations comme l'Union africaine. Vous avez parlé les forces en attente, mais ces forces en attente, même sur le terrain, ne sont pas encore pratiques. On voit encore beaucoup de faiblesses, parce que ce sont des forces
qui devrait vraiment être constaté sur le terrain avec l'effort, donc avec l'effort multi-étatique, mais il y a plusieurs puissances qui ne contribuent pas. Donc ces forces ne vont pas vraiment jouer leur rôle sur le terrain efficacement. Donc raison pour laquelle on dira que l'Union africaine aussi a beaucoup de difficultés, éprouve encore beaucoup de difficultés dans le cadre de la résolution des conflits. Et si vous rentrez dans les calendriers des conflits africains, vous verrez que l'Union africaine n'a pas tellement réussi dans le cadre de la résolution des conflits africains. Si vous observez normalement, et vous verrez toujours que nous les Africains, on va tous se plaindre que en temps de conflit, ce sont tous les étrangers qui sont venus faire ceci, on attend la solution. Regardez bien, tout à l'heure, monsieur Nemi disait que lui, il voudrait voir la position des États-Unis. Oh, quand les États-Unis restent tranquilles, quand les États-Unis sont au devant, on dit que non, les États-Unis sont presque en tout. Ils créent des désordres par-ci, par-là. Mais quand les États-Unis restent un peu en arrière, vous voyez qu'on réclame. On réclame la présence des États-Unis dans cette guerre. Vous voyez un tout petit peu. On pouvait réclamer la présence de certains Africains, de certains États africains, pas quand même la présence des États-Unis. Comme du Cameroun, par exemple. Comme du Cameroun, par exemple. Voilà. Fabrice Nemi, on a quand même vu la volonté de l'Union africaine, déjà du président en exercice, et qui a l'Union africaine qui s'est donnée pour credo faire taire les armes pour 2020, et aussi le président qui a voulu voir la résolution de la crise en Libye cette année-ci. Et c'est dans cette logique d'ailleurs que tous les travaux qui sont tenus dans ce sens-là concourent à ce que la Libye se retienne sur la voie. Et on a vu récemment au Congo, on l'a dit tout à l'heure à Brazzaville, on a vu la volonté aussi de réunir les parties prenantes, c'est-à-dire un dialogue, un forum interlibyen qui devrait donner la parole aux belligérants, à la société civile également, pour voir le mal, toucher le mal et sortir peut-être de là avec une solution. La réunion est censée, ou alors était censée se tenir au mois de juillet, mais contexte oblige. On ne sait pas si elle sera reportée, mais avec ces prévisions-là, c'est toujours une volonté de l'Union africaine de résoudre la crise. Et vous pensez, peut-être comme moi, que la solution viendra de là, non? Avec l'appui des partenaires. C'est vrai, au cours de nos précédentes interventions, nous avons brutalement coupé sur ce que nous comptions dire au regard de votre question. Lorsque nous parlions de la solution un peu externe, notamment de la position des États-Unis, c'est parce que nous tenions ici à marteler le fait que l'Afrique a été absente au début de cette crise. C'est la raison pour laquelle on connaît bien les différents acteurs qui sont les responsables de cette crise. C'est pas pour rien que, par exemple, que ce soit la France au devant de la scène lorsqu'elle essaie un peu de se mobiliser diplomatiquement pour pouvoir un peu essayer d'établir un certain équilibre. Lorsqu'on parle de la position des États-Unis, c'est tout simplement pour dire que vous qui avez été un parti responsable de cette crise, qu'est-ce que maintenant vous nous proposez pour pouvoir la résoudre? Lorsque nous le disons, c'est pas pour dire que l'Afrique est un peu hors-jeu face à la résolution de cette crise, mais c'est pour dire que l'Afrique doit un peu s'inspirer ou bien doit aller consulter les États-Unis pour pouvoir ensemble consulter les États-Unis. Consulter les États-Unis, nous retirons ce fait parce que l'Afrique ne peut pas résoudre cette crise-là de manière solitaire. Il ne faudrait pas qu'on se voile les yeux, d'autant même plus qu'elle n'a pas les différents moyens politiques et parfois stratégiques pour pouvoir la résoudre. D'autant même plus que lorsqu'on observe même les différentes conférences... Est-ce que, sans toutefois vous couper, est-ce que c'est ce que vous dites qui fait en sorte que les Libyens eux-mêmes sont un peu dubitatifs, réfractaires à une solution qui proviendrait de l'Afrique? Justement, les Libyens eux-mêmes sont un peu dubitatifs quant à une éventuelle solution africaine parce qu'ils savent que l'Afrique ne peut pas avoir un certain poids prépondérant pour pouvoir résoudre cette crise-là. C'est pas pour rien que vous avez un certain nombre d'interventions étrangères parce qu'on se rend bien compte que l'Afrique ne peut pas techniquement résoudre cette crise-là. Il faudrait que il y a des pays africains qui, sur le plan diplomatique, puissent
jouer sur le lobbying face aux différents protagonistes qui sont au devant de la scène pour pouvoir avoir une solution politique et pacifique. D'autant même plus que lorsqu'on voit le comité qui est mis en place par l'Union africaine, le président Denis Sassou Nguesso, techniquement, nous ne pensons pas que celui-ci puisse un peu avoir un certain rôle, d'autant même plus qu'on se rend bien compte que les leaders africains, les chefs d'État africains qui ont parfois joué le rôle des médiateurs étaient beaucoup plus implantés dans la région. Si on prend le cas de l'Afrique centrale, on se rend bien compte que face aux différents conflits qui ont eu à exister en Afrique centrale, à l'époque du président Omar Bongo, c'est Omar Bongo qui joue un peu le rôle de médiateur. En Afrique de l'Ouest, c'est un peu l'ancien président burkinabé qui jouait ce rôle. Donc, aller chercher un président qui n'est pas issu de la région pour pouvoir essayer de venir jouer le rôle de médiateur. La neutralité, certainement. Pas toujours, d'autant même plus que vous pouvez venir d'une certaine région, mais vous n'êtes pas neutre. On se rappelle bien que Gassam Salamé, qui était le médiateur de l'ONU, est un Libanais, mais il n'a pas toujours fait l'objet d'un consensus entre les différentes parties, bien qu'il soit neutre. Donc il faudrait tout simplement que les États africains puissent se rendre compte que toujours dépendre de l'extérieur sur le plan politique, diplomatique et stratégique face à ce genre de crise ne nous est pas toujours favorable. Il est temps de penser à une véritable architecture de paix, non pas théorique, mais matérielle. Et cela passe par une indépendance financière et surtout logistique de l'Union africaine. Fadil Kotou, à l'heure actuelle, c'est-à-dire avec ce projet-là, est-il facile de passer la parole aux protagonistes, vraiment? Vous savez, avant de répondre à cette question, je dirais que tout à l'heure, Monsieur Nemi a dit que les Africains devraient consulter les États-Unis, et plus tard maintenant, il va nous dire que les Africains devraient être indépendants dans le cadre maintenant de la résolution des conflits africains. À ce niveau, je suis un peu confus parce que je ne comprends pas comment en même temps vous nous dites que les Africains doivent consulter, et vous l'avez dit d'un ton très... vous voyez, c'est un problème d'urgence, M. Fadi, c'est un problème d'urgence parce que au vu de ce qui se passe actuellement, l'Afrique est vraiment dépourvue de toute possibilité de pouvoir résoudre ces crises-là. C'est la raison pour laquelle nous continuons à marteler sur le fait que l'Afrique gagnerait à s'approcher des principaux protagonistes. Et dans ce contexte, elle ne pourrait pas être indépendante. Donc. Pour l'instant, puisqu'elle n'est pas indépendante, il est question de résoudre une crise, il est question de résoudre un problème. Et on sait bien que... Est-ce qu'à Nialan, le problème même sera résolu? Le problème peut être résolu. Si le problème peut être résolu si on met les différentes cartes sur la table. Le problème peut être résolu, mais il faudrait qu'au sortir de cette crise-là, que nous espérons être résolu, que l'Afrique pense véritablement à son indépendance logistique et financière. C'est ce que nous avons dit. Mais pour l'instant, l'Afrique est impuissante face à cette crise-là. Ok, on revient à vous, Fadil. Effectivement, on peut donner parole aux différents protagonistes dans la situation qui prévaut actuellement. C'est si évident? Oui, effectivement, cela peut être évident. Tout est possible. Mais le triste constat qui semble évident est que vous allez donner la parole aux protagonistes, mais la foule est sauvage. Vous avez engagé, chacun de vous a opté pour une position et vous avez envoyé la foule. Lorsque la foule s'est levée, il est impossible de calmer la foule. La foule est plus animale. La foule est bien sauvage, comme on entend là. Parce que à un certain moment de l'histoire, il serait impossible maintenant pour quelqu'un d'autre, pour l'un des protagonistes, de dire maintenant à ses alliés, non, calmez-vous, voilà ce qui va se passer, voilà ce que nous avons eu à décider. Encore que
quand vous parlez des paroles aux protagonistes, il y en a eu des pourparlers, mais ces pourparlers donc, qui se sont toujours terminés, qui n'ont pas toujours eu de succès. Donc ça veut dire qu'au fur et à mesure, on est en train de dépasser l'étape de négociation entre les deux protagonistes. Parce qu'on devrait négocier sur quoi? Chaque partie dit que la Libye, donc ils sont libyens. Donc ce n'est pas une guerre qui oppose la Libye à un autre État où on viendra dire que bon, entre les deux, on pourra chercher des négociateurs pour venir faciliter la tâche. Mais c'est entre la Libye eux-mêmes. Donc même ces Libyens-là, même le général Haftar et le Premier ministre devraient eux-mêmes s'asseoir en tant qu'Africains et Libyens qui ont l'amour pour leur patrie et trouver une solution à cette guerre. S'il n'y a pas des enjeux cachés derrière cela, qu'ils s'asseyent et puis maintenant la solution ne tardera pas à sortir. Il y aura une solution. Mais le véritable problème maintenant, c'est que c'est une guerre même instrumentalisée, c'est un conflit qui est instrumentalisé. Parce que même quand ces alliances se forment déjà, on vous dira que la France est derrière elle, la Russie est derrière elle. Ça veut dire que même si vous avez une position franche maintenant, pour l'amour de votre pays, cela ne pourra plus marcher. Parce que la guerre maintenant est devenue transfrontalière. La guerre a traversé la frontière libyenne. La guerre a traversé la sphère libyenne maintenant et devient maintenant un enjeu géostratégique. C'est internationalisé. En fait. La guerre est devenue internationalisée. Donc, le moment de pourparler, il y aura très peu d'échecs. Donc, ces pourparlers n'auront pas trop de succès, comme nous sommes en train d'observer actuellement. Alors, mais est-ce qu'il ne faut pas accorder une chance aux assises annoncées, aux négociations annoncées à Addis Abeba? Il faut accorder une certaine chance parce qu'il ne faudrait pas qu'on quand on jette toujours le tort sur l'Union africaine en disant qu'elle ne fait absolument rien. Mais l'Union africaine, au vu de ses moyens qui sont à sa disposition, se bat malgré tout à pouvoir quand même dire un mot face à cette crise. Même si sur le plan international, lorsqu'on parle du plan international, nous faisons allusion ici aux grands gendarmes du monde, l'Afrique n'est pas toujours prise en compte, sinon de manière symbolique. L'on se rappelle lors des pourparlers de paix, du moins de la conférence de Berlin en janvier dernier, au vu des différentes invitations qui ont été lancées pour cette participation, on se rend bien compte que seule l'Algérie, de manière officielle, et le président Denis Sassou Nguesso ont pris part à cette conférence, même si l'Égypte était également là. On se rend bien compte que les différents, du moins ces pays voisins, n'ont pas été invités. La Tunisie, par exemple, a eu à décliner l'offre d'invitation parce qu'elle estimait qu'elle arrivait très tardivement, mais les principaux invités étaient les 5 gendarmes du Conseil de sécurité et d'autres acteurs. Mais on se rend bien compte que l'Afrique, face à cette crise, est un peu impuissante. Nous continuons à le marteler, mais cela ne voudrait pas dire que l'Afrique va rester les bras croisés, d'autant plus que la présidence de l'Union africaine, qui est tenue par le président sud-africain Cyril Ramaphosa, lors de sa prise de pouvoir, a eu à marteler le fait qu'il se battra pour pouvoir résoudre cette crise-là. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Donc, et voilà que son mandat est aussi entaché du coronavirus et autres. Bref, c'est pour dire que l'année aussi s'écoule. L'année s'écoule. Le plus important, c'est que face au contexte qui prévaut actuellement, que les armes puissent être rangées et qu'on puisse profiter de ce temps pour pouvoir trouver des voies politiques et surtout diplomatiques pour pouvoir résoudre ces crises-là. Et le plus important, il faudrait que ça soit Sarraj ou bien Haftar, qui se rend bien compte que les hommes d'État, ou bien lorsqu'on a la tête de l'État, on pense pour l'intérêt national du peuple. Alors, face à cette maxime, il faudrait un peu mettre de côté certains égos, même si on se rend bien compte que historiquement, Haftar a toujours eu à convoiter le pouvoir en Libye. Parce que depuis même les années Kadhafi,
Il a parfois été utilisé comme par la CIA pour pouvoir détrôner Kadhafi, mais cela n'a jamais reçu. D'autant plus qu'on se rappelle que celui-ci a beaucoup séjourné aux États-Unis et qu'à la chute de Muammar Kadhafi, il est descendu aux États-Unis pour pouvoir se positionner. Donc il serait un peu très difficile que cette voie-là puisse être pensée, mais nous, c'est vraiment un appel de cœur que nous lançons, même si notre voix ne porte pas toujours, que nous puissions dire au peuple... Votre voix porte. Que nous puissions dire qu'il est temps que les États, que les hommes politiques africains pensent véritablement à l'intérêt national du peuple, parce qu'à la fin, c'est le peuple qui sauve, c'est le peuple qui périt. Alors, on peut donc croire à l'Union africaine, Fadil Koto. Effectivement. C'est de là que viendra la solution? Effectivement, la solution peut venir de l'Union africaine. Parce que je me dis que chaque conflit éveille les consciences et ravive les sentiments collectifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le conflit aujourd'hui, la situation de la Libye aujourd'hui devrait éveiller les consciences africaines, devrait interpeller beaucoup d'Africains. Et quand j'ai parlé de ce conflit qui ravive les sentiments collectifs, ça voudrait donc dire que la solution même aux problèmes africains viendrait aussi des Africains. Donc on peut espérer sur l'Union africaine pour trouver une solution au conflit actuellement en Libye. Mais alors, il y a ce phénomène, ce mythe d'invincibilité blanche, qui depuis longtemps a toujours hanté l'Africain, où on se dit toujours que le blanc, l'Occident est toujours supérieur à l'Afrique, et on attendrait plutôt que l'homme blanc qui a la peau blanche vienne nous dire aujourd'hui que stopper le conflit, donc on va stopper. Si vous constatez bien, c'est pas pour rien que vous verrez des puissances comme la France, vous verrez des puissances comme l'Allemagne, vous verrez ces grandes puissances s'intéresser à cette guerre. Et que vous verrez aussi ces Libyens-là s'attacher à ces puissances étrangères. C'est parce qu'ils savent que lorsque un étranger est venu parler, quand les puissances étrangères disent par exemple qu'il faut respecter l'embargo, cesser le feu, alors ce sont des voix qui portent. Effectivement. Donc eux-mêmes les Libyens savent que pour résoudre un conflit pareil, il faut à tout prix solliciter l'intervention étrangère. Et vous savez que tout ce qui est toujours bien pour nous, Africains, c'est toujours ce qui vient de l'extérieur. Donc l'Afrique est toujours tournée vers l'extérieur. Toute son économie est tournée vers l'extérieur. Sa défense vers l'extérieur. Sa sécurité vers l'extérieur. À partir du moment où nous, l'Afrique, on a tout presque tourné vers l'extérieur, je ne crois pas qu'il serait aussi aisé pour nous de résoudre certains problèmes ou de résoudre nos propres conflits à nous-mêmes, par nous-mêmes. Donc cela pose véritablement problème. Mais ça pourrait prendre du temps, Fabrice? Ça pourrait prendre du temps si on continue à lancer là, mais il faudrait un peu que l'Afrique pense à une véritable autonomie. Imaginez en cet instant si les pays africains avaient une véritable industrie de l'armement à l'intérieur. Cela nous permettrait de ne plus trop dépendre de l'extérieur et cela permettrait à l'Union africaine d'avoir une certaine autonomie quant à sa force africaine en attente, qui se dit panafricaine. Mais on se rend bien compte qu'on dépend toujours des moyens logistiques et surtout financiers de l'extérieur. Il est temps que l'Afrique pense à sa sécurité à l'intérieur de ses frontières nationales, qu'elle ne pense pas à sa sécurité à partir des acteurs internationaux. Alors, oui, Fadil? Et aussi, le problème de la Libye. La Libye a toujours été comme ce pays phare, ce pays qui représenterait l'Afrique à l'échelle internationale. Lorsqu'on veut parler du communisme en Afrique, lorsqu'on veut parler du solidarisme africain, lorsqu'on veut parler de la communauté des États en Afrique, généralement on s'est toujours référé à la Libye. Parce qu'on a toujours dit que le feu président Kadhafi voulait parler des États-Unis d'Afrique. Et vous voyez donc que tout ce qui se dessine aujourd'hui en Libye peut aussi être dans la continuité d'empêcher qu'il y ait ces États-Unis d'Afrique.
Donc lorsqu'on dit aujourd'hui que, ou lorsqu'on remarque la faiblesse de l'Union africaine dans la résolution du conflit libyen par exemple, c'est pas un jeu, c'est pas une chose à négliger. À partir du moment où les grandes puissances étrangères qui ont aussi beaucoup d'intérêt en Afrique sont en train de tout faire pour qu'il n'y ait pas cette solidarité entre les Africains, parce que la solidarité africaine viendrait remettre en doute leurs intérêts, viendrait donc handicaper leur intervention en Afrique, d'autant plus concernant leurs intérêts. Donc, c'est très très pertinent. Cette situation de la Libye ne va pas se résoudre du jour au lendemain. C'est une situation qui représente, c'est toute l'Afrique. La Libye est comme toute l'Afrique. Et vous verrez que toutes ces puissances qui ont eu des problèmes du genre, à l'instar de la Côte d'Ivoire, vous avez commencé, à l'entame on a commencé par la Côte d'Ivoire, vous verrez où les puissances les pays où ces puissances étrangères sont toujours venues en intervention ont toujours connu des conflits un peu très particuliers. Ces conflits qui ne riment pas trop aux conflits dont nous avons souvent vécu en Afrique. Quand vous allez prendre le cas de la Libye, c'est un cas particulier. Regardez les conditions de la mort de Kadhafi, par exemple. Regardez la Côte d'Ivoire. Vous verrez les conditions, comment ça s'est passé. Donc, il y a tellement beaucoup de choses au sujet de la Libye. L'Afrique peut le faire. L'Union africaine peut résoudre ce conflit. Mais il y a vraiment tout un mécanisme qu'il faut mettre en jeu. Et il faudrait que les Africains apprennent à se faire eux-mêmes confiance. Les Africains ne se font pas confiance. Les Africains ne se font pas confiance. Et les Africains sont toujours en train de chercher de l'aide à l'extérieur, donc pour appuyer, ils les intègrent toujours dans leurs propres problèmes internes, alors que cela ne devrait pas se passer. Si vous voyez bien, pour aller un peu plus vite, vous verrez que lorsque nous nous sommes retrouvés en situation au Cameroun, vous verrez qu'il y avait certains Camerounais qui ont pensé que les États-Unis pouvaient venir instruire le Cameroun donc à se comporter d'une manière, d'une façon ou d'une autre. Parce qu'on se disait toujours que les États-Unis... Et regardez aujourd'hui ce qui fait la une des presses. Et les ambassadeurs états-uniens... c'est vrai que ce n'est pas le sujet. Très bien. Alors, on comprend que le cas libyen aujourd'hui est quand même une interpellation pour l'Union africaine. La solution, certainement, elle viendra et on ne peut rien attendre. On va souffler pour revenir à aborder la seconde partie de cette émission. Je la dédie aux Camerounais qui sont tombés sous les balles. Que l'âme de ces Camerounais repose en paix. Eba kamele fogo chabaki hiwae. Eba kamele fogo chabaki hiwae. Nyungama wasankyama wala chabaki hiwae. Nyungama wasankyama wala chabaki hiwae fogo. Eba kamele fogo chabaki hiwae. Eba kamele fogo chabaki hiwae. Nyungama wasankyama wala chabaki hiwae. Nyungama wasankyama wala chabaki hiwae fogo. Jobeti bwana bwana jodi di fuma we be quiet. Atibi bwana bwana jodi di nola we mayo. Jodi mama lo chabaki hiwae. Jodi mama lo chabaki hiwae. Jodi mama lo chabaki hiwae. Jodi mama lo chabaki hiwae fogo. Fogo my way, 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 fogo. Mommy, yeah. I know, say the pain is too much. I beg, make you wipe your tears. One day, all things will be fine. Hey, yeah.
Vous êtes bien sûr Royal FM, hein, mesdames, messieurs, c'est 88.4. Vous pouvez également nous regarder sur Facebook à l'adresse Royal FM, un homme au espace Cameroun. Vous pouvez également contribuer par SMS 655 54 34 57, 655 54 34 57 ou 6 71 15 73 21, 6 71 15 73 21. Alors, on aborde la seconde partie de ce programme et on parle de coopération bilatérale. Fabrice Némi, c'est quoi la coopération bilatérale? La coopération peut être appréhendée comme un mécanisme d'assistance mutuelle entre deux États qui trouvent des voies et moyens pour pouvoir échanger ces différents plans de leurs besoins. Et cela se matérialise par des coopérations techniques. Elles peuvent être coopération économique, coopération juridique, coopération culturelle et parfois même coopération sportive. Donc il faut se rendre compte que la coopération est ce mécanisme à travers lequel les États ont pensé pouvoir pacifier leurs relations qui, naturellement, restent belliqueuses. Et il faudrait donc que cette coopération puisse être toujours matérialisée, pérennisée entre les États pour pouvoir éviter un certain nombre de crises et de tensions entre les principaux acteurs des relations internationales que sont les États. Alors, c'est vrai que c'est bien Thomas Goma qui parlait de la forme élémentaire du jeu diplomatique. Ça veut dire quoi concrètement? La forme élémentaire du jeu diplomatique est tout simplement la matérialisation des volontés politiques qui sont concrétisées par la voie diplomatique. Cela suppose donc que la coopération, dans ce cas, n'est que le vase à travers lequel viennent se matérialiser ce jeu diplomatique dans cette auteur fait allusion. Très bien. Et comment en sommes-nous arrivés donc à la coopération bilatérale et quels étaient les enjeux, vous qui êtes historien? Nous sommes arrivés à la coopération parce que le prisme qui prévalait à l'époque, c'était la compétition, la rivalité et la conquête du pouvoir entre les États. Nous sommes au XVIIe siècle. Nous sommes au XVIIe siècle. On peut même aller plus loin, à l'époque gréco-romaine. C'est-à-dire, les États étaient toujours rivaux. Puisque les relations, parce qu'à l'époque, on parlait uniquement des relations interétatiques, elles étaient caractérisées par la violence, l'égoïsme et la conquête du pouvoir. Pour donc mettre de côté cette anarchie interétatique, on a donc pensé à des éléments de pacification des relations interétatiques, mais aujourd'hui on parle des relations internationales. Ces éléments de pacification peuvent être la diplomatie, le commerce, le sport, la culture, les échanges entre les États et bien évidemment les alliances militaires et économiques. Ces éléments de pacification des relations internationales sont donc concrétisés par la voie de la coopération qui n'est que la matérialisation de ces aspirations des États. Donc, à travers maintenant le courant libéralisme qui est né, parce qu'il faut bien se rappeler que le courant libéraliste est le courant qui a eu à penser de ce mécanisme de pacification des relations interétatiques à travers la voie de la coopération. Donc, face à l'anarchie internationale qui caractérisait les relations internationales à l'époque, on a donc voulu faire en sorte qu'on quitte le stade des guerres, des conflits, pour un stade de pacification, un stade de paix entre les relations, entre les États. C'est la raison pour laquelle les États ont pensé maintenant de coopérer entre eux, parce que lorsque vous coopérez entre eux, vous avez des points de vue convergents. Cela suppose donc que vous mettez un peu vos égoïsmes de côté, même si ces égoïsmes-là prévalent toujours dans la coopération au vu des différentes souverainetés des États. Il faut se rendre compte que à travers donc
ce nouveau mécanisme de relations internationales qu'est la coopération, on a tout simplement assisté à une nouvelle pacification des relations internationales. Et cela s'est davantage répandu et concrétisé d'abord à travers l'après Première Guerre mondiale, lorsque le président Woodrow Wilson annonçait ces 14 points qui annonçaient déjà l'idéalisme. Et elle s'est répandue à travers à l'après Deuxième Guerre mondiale, lorsqu'on a mis en place l'Organisation des Nations Unies à travers ces différents organismes de coopération que nous observons, même si ces voies-là ne sont que des voies multilatérales, mais les États entre eux avaient déjà pensé à cette voie, de pouvoir penser leurs différents rapports qui les caractérisaient. Et Fadil Koto, à quel niveau peut-on jauger la coopération bilatérale? Bon, jauger la coopération bilatérale. On le ressent à quel niveau? On ressent la coopération bilatérale presque à tous les niveaux. À partir du moment où l'internationaliste vous a déjà tout dit, moi je pourrais ajouter que l'espèce humaine ayant envahi le monde et la réunion des hommes faite, il est nécessaire donc qu'il y ait un ciment, donc qu'il les maintient à distance les uns et les autres dans la paix. C'est la raison pour laquelle la coopération bilatérale donc, entre deux États, parce que quand on parle de c'est déjà entre deux États, donc est d'une extrême nécessité, parce que c'est à partir d'un autre État que je prends connaissance de mes manquements. C'est à partir d'un autre État que je prends connaissance de mes forces. Je me mesure toujours par rapport donc, à l'autre État. Vous verrez que nous n'allons jamais dire que le Cameroun, par exemple, est en retard, mais on est toujours en retard par rapport à. On dira toujours que le Cameroun est avancé par rapport à. Donc, je vois que la coopération bilatérale, donc, à ce niveau, donc, a sa raison pleinement d'être. Et c'est même une condition sine qua non du développement des États. C'est une condition sine qua non du développement des États. Parce qu'un État ne peut pas tout en avoir. Un État n'en dispose pas de tout. Donc, on a toujours besoin d'un petit, donc, quelque chose de l'autre côté, donc, pour pouvoir aussi se faire. Donc, notre propre réalisation passera toujours et viendra toujours par un autre, État. Certainement l'autre. Oui, effectivement. Effectivement. Très bien. Alors, Fabrice Némi, sur quoi donc est fondé ce type de coopération? Ce type de coopération est fondé sur un ensemble de points précis. C'est-à-dire, tout part du fait que les États constatent un certain nombre de manquements ou bien d'insuffisances au sein de leurs États. Ils estiment donc que pour pouvoir pallier à ces manquements, on doit faire recours à ceux qui en disposent. Qu'est-ce que cela suppose techniquement? Cela suppose que, par exemple, sur un point de votre vie quotidienne, du moins sur un certain nombre de besoins, vous n'en avez pas. Vous faites maintenant recours à celui qui peut vous aider sur ce plan-là. C'est la raison pour laquelle on parle donc parfois de coopération économique, coopération militaire et même coopération juridique, parce que c'est un certain nombre, parce que la voie juridique est parfois négligée par certains États, parce qu'elle permet tout simplement aux États de coopérer sur le plan juridique face à certaines difficultés auxquelles les différents intervenants de cette coopération-là peuvent être liés. Donc cela suppose donc que les États constatent qu'ils ne peuvent que accroître leur puissance. Ils ne peuvent que bénéficier, du moins acquérir leur intérêt national à travers ce mécanisme qu'est la coopération. Et cela se matérialise donc à travers les échanges divers entre les États. Et cela, techniquement, est vu au quotidien entre les différents acteurs de cette coopération-là. Parce qu'il faut bien préciser que lorsqu'on parle de coopération bilatérale, c'est vrai, ce sont les États qui coopèrent, mais c'est beaucoup plus les individus qui se mettent dans cette coopération-là.
à travers les firmes multinationales et d'autres mécanismes de coopération. C'est la raison pour laquelle on a pensé à une certaine transnationalisation des relations internationales et qui a donc vu naître le transnationalisme. Donc c'est un peu comme ça que la coopération est vécue au jour le jour entre les différents États. Alors, sur le plan pratique, ça se passe comment? Si par exemple on prend l'aspect coopération politique. Coopération politique suppose tout simplement que les deux États peuvent partager la même idéologie. Par exemple, la démocratie. Ça peut être... Alors, ces États se mettent ensemble parce que la politique est vue de la même manière. Parce que la politique est vue de la même manière. Ils peuvent coopérer parce qu'il faut bien préciser que les différents enjeux ou bien les prérequis d'une diplomatie bilatérale fait allusion à ce genre de critères. C'est-à-dire, un État qui accepte de coopérer, c'est-à-dire qu'on parle de coopération, cela suppose déjà que vous avez ouvert... Il y a eu acceptation. Il y a acceptation, du moins c'est ouverture des représentations diplomatiques. Et à partir de ce moment-là, les États ne peuvent que se baser sur un certain nombre de critères. Par exemple, un État qui a vocation islamique aura beaucoup plus tendance à coopérer avec un État islamique qu'avec un autre. Cela ne voudrait pas tout simplement dire que des coopérations n'existent pas dans ce cas de figure. Mais l'idéologie d'abord. Mais l'idéologie d'abord. Lorsqu'on parle de politique, on fait allusion à l'idéologie. Donc l'idéologie est un élément, est un critère crucial pour les États de pouvoir coopérer. Très bien. Alors, ça, c'est sur le plan politique, par exemple, il y a l'économie. Ça revient tout simplement aux échanges. Oui, l'économie n'est que la matérialisation de ce que les libéraux avaient pensé à travers cette expression qu'on a eu à faire allusion, qu'est le doux commerce. C'est-à-dire, le doux commerce, ici, est tout simplement le fait, du moins le levier à travers lequel les États coopèrent, ou du moins se commercent entre eux. C'est la raison pour laquelle il y a donc eu cette excroissance entre les échanges, les échanges étatiques à travers maintenant un certain nombre de recoupements sur la voie multilatérale. Mais ce qui rassemble beaucoup plus les États, du moins c'est la coopération techniquement, c'est beaucoup plus la voie économique, parce que la voie économique est le moyen à travers lequel les États peuvent penser à leur développement, parce que la finalité de toute coopération n'est que le bien-être du peuple. Et qui dit bien-être du peuple suppose ou bien pense à son développement. Donc l'économie n'est que la finalité, du moins le plus grand enjeu de toute forme de coopération. Autrement dit, quand, pour parler comme M. Neminemi, il voudrait démontrer que l'infrastructure détermine la superstructure. C'est l'ensemble de ces moyens matériels, c'est l'ensemble de cette économie qui détermine l'idéologie dominante. Ça veut dire que je suis une grande puissance aujourd'hui en raison de ce que j'en dispose comme infrastructure, en raison de ma puissance économique. Donc c'est la puissance économique d'abord qui détermine aussi une idéologie. Donc on va dire aujourd'hui que telle est une grande puissance, parce qu'aujourd'hui telle aussi est bien développée en raison de sa puissance infrastructurelle. Donc à ce niveau, donc, ça passe aussi très vrai. Là ça passe aussi très vrai. Mais ce qu'il faut aussi retenir est que nous vivons aujourd'hui un monde des états de besoin. J'entends quoi par un monde des états de besoin? Il a mentionné tantôt que ça se passe beaucoup plus à travers les individus. Ça veut donc dire que même la théorie de fœtalisation a démontré que, donc, par essence, l'être humain est un être humain, donc, et par essence, un être de besoin. Donc, il est toujours dans le besoin. Donc, ça veut donc dire que la coopération, donc, l'assistance, l'entraide, donc, est d'une très grande importance dans le cadre des relations, dans le cadre des rapports entre les États. Donc c'est très très important, la coopération. Et dans ce domaine, on entend toujours parler aussi de coopération militaire, ainsi de suite. Ça, c'est basé, c'est fondé sur quoi, Fadil? Ça se passe comment? La coopération militaire peut être... C'est parce que l'armée de tel pays nous inspire qu'on va vers ce pays, ou bien... Les réalités ne sont pas toujours les mêmes. Et dans le monde entier,
tous les militaires ont un truc de commun. Donc, il y a toujours donc, quelque chose de commun qui lie tous les militaires du monde entier. Le militaire camerounais ne sera pas égaré en Chine. Le militaire camerounais ne sera pas égaré aux États-Unis. Il y a déjà ce lien militaire, cette valeur donc incarne le militaire dans le monde entier. Raison pour laquelle quand on parle de coopération militaire, ça peut être dans le cadre de la formation où on échange donc, avec d'autres, avec un autre pays voisin, pas parce que ce pays voisin donc, a tellement des choses qui sont un peu étranges avec nous, mais lorsqu'on veut se préparer, lorsqu'on n'est pas en guerre, donc on la prépare. Lorsqu'un État n'est pas en guerre, donc il est en train de préparer la guerre. Donc soit on est en guerre, soit on prépare la guerre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux toujours apprendre, je peux toujours entraîner mes hommes. Donc je peux toujours entraîner mes hommes donc, en acceptant soit les coopérations donc, avec les autres États. Encore que dans le cadre de notre formation est mise en exergue. Effectivement, nous ne formons pas nos militaires pour nous-mêmes. Nous formons nos militaires pour faire face donc, aux puissances ou à une autre puissance étrangère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour mieux gérer ou pour mieux gagner une guerre, il faut connaître l'histoire de l'autre pays. Raison pour laquelle la coopération militaire ne se limite pas donc, au niveau de l'assistance matérielle, au niveau de sur le plan logistique. Mais la coopération militaire va même jusqu'au point est beaucoup même plus au niveau de la formation. Au niveau de la formation, voilà où la coopération militaire donc, peut jusqu'où cela peut s'étendre. Et à sa suite, nous pourrons dire que la coopération militaire part également du fait des relations internationales qui sont caractérisées par la guerre. C'est-à-dire, on a donc évoqué le principe de le dilemme de sécurité, c'est-à-dire les États pensent la sécurité ou bien comptent sur eux-mêmes pour assurer la sécurité. Et de ce fait, face à certaines insuffisances techniques et logistiques, ils estiment donc que l'autre peut nous assister face à une certaine adversité qui pourrait advenir demain. Et on observe tout simplement que même les grandes puissances qui figurent parmi les premières puissances militaires coopèrent toujours militairement avec certains États qui techniquement sont en dessous d'eux. Par exemple, la Russie avait eu le projet d'acheter des avions militaires français il y a quelques années, même si le président Hollande n'avait pas eu à répondre à cette demande-là au vu du conflit dans l'est de l'Ukraine. Donc c'est pour matérialiser le fait que les États, quelle que soit leur capacité militaire, estiment toujours qu'ils sont en perpétuelle vulnérabilité face à l'autre. Et de ce plan, il est donc question de coopérer sur un certain nombre d'aspects militaires et sécuritaires. Il en va de même sur le plan culturel. Il en va les habitudes. Il en va de même sur le plan culturel parce que on a observé que le soft power est en train de prendre le dessus sur le hard power. Et lorsqu'on parle de soft power, on fait allusion à la culture. Il est donc question pour les États d'accroître la puissance, de penser la puissance sur la scène internationale à travers la culture. C'est par exemple ce que fait la Chine lorsqu'elle vient ouvrir des instituts d'apprentissage de la langue chinoise dans un certain nombre de pays. C'est ce que fait par exemple la France à travers les différents instituts français dans plusieurs pays du monde. C'est ce que fait comment on appelle l'Angleterre à travers le British Council qui est implanté dans un certain nombre de pays. Donc c'est un mécanisme par lequel les États pensent à accroître leur puissance à travers l'aspect culturel. Donc l'aspect culturel est en train de davantage prendre le dessus comme l'aspect militaire, comme l'économie et davantage par la voie culturelle. Peut-être avant de passer la parole à Fadil, dites-nous un peu, Fabrice Némi, quelle relation existe entre la diplomatie, entre la coopération bilatérale et la vieille diplomatie, ou alors elle est appelée aussi la diplomatie traditionnelle?
Déjà, il faut se rendre compte que la diplomatie naît du fait que les États ou bien les cités-États, nous sommes dans un contexte gréco-romain, échangeaient entre eux à travers un certain nombre de messages. C'est une forme de diplomatie traditionnelle. Même en Afrique, ces genres d'échanges ont eu à exister entre des émissaires, des chefs traditionnels ou bien des empereurs des empires africains échanger avec les royaumes voisins. C'était ça la diplomatie traditionnelle. Même si aujourd'hui elle a eu à se moderniser, à se développer à travers une nouvelle forme de diplomatie qui se matérialise par la coopération bilatérale entre les États. Mais la similitude part du fait que les États échangent entre eux sur un certain nombre d'enjeux. Si par exemple en Afrique, les différents royaumes à l'époque, notamment au Moyen-Âge africain, essayaient de coopérer entre à travers les différents échanges commerciaux. Est-ce que ça ne se confond pas quelque part? Ou alors, pour ne pas dire, c'est pas la même chose? C'est dans le fond. Dans le fond, c'est la même chose. Mais c'est tout simplement la forme et les besoins qui ont évolué qui diffèrent. Oui, je voudrais revenir sur le soft power et le hard power que M. Neminemi a évoqué tout à l'heure, plus précisément sur le cas de la Chine. Je voudrais qu'il n'y ait pas confusion, parce que la valorisation de la culture, bel et bien à l'échelle internationale, peut être aussi une nouvelle forme de colonisation, parce que je ne vois pas ces Occidentaux adhérer donc, à nos cultures, donc, comme nous le faisons donc, ici, donc, en Afrique, tout sachant si la culture ici peut être définie comme l'ensemble des manières de penser, d'agir et de sentir. Donc je ne vois pas vraiment en Occident, je ne vois pas en France où j'irais peut-être imposer ma culture à un Français. Bien au contraire, maintenant, on est apte en Afrique donc, à accepter la culture de l'autre. À partir du moment où, lorsque nous voulons manger, tout ce que nous avons ici a été importé. Dans la plupart des cas, très peu de personnes mangent maintenant avec leurs mains propres. Aujourd'hui, quand il faut manger, il faut qu'on dessine toutes sortes de fourchettes, tout ceci, tout ça ne fait pas partie de notre culture. Et alors, la présence chinoise peut aussi être une sorte de colonisation, parce que la Chine aujourd'hui est en train de vouloir envahir le monde entier, donc à travers cette valorisation de sa culture à l'international. Si nous prenons le cas du Cameroun, vous l'avez si bien dit, avec des instituts, donc Confucius, avec des restaurants chinois. Si coloniser un peuple, c'est lui imposer sa culture. La Chine est aujourd'hui en train de nous imposer sa propre culture. À partir du moment où, quand le chinois est déjà une langue qu'on enseigne donc dans nos écoles, dans nos établissements, ça veut donc dire que aujourd'hui, mais est-ce que cela n'entre pas c'est-à-dire dans ce que gagne la Chine dans le cadre de sa coopération bilatérale avec le Cameroun? C'est ce que nous étions en train de dire. C'est ce que nous disions par le fait que à travers l'aspect culturel, les États pensent à les États se vendent. Les États se vendent et par conséquent essaient d'accroître leur puissance sur la scène internationale par la voie culturelle. C'est ce que nous avons dit. Et on va donc comprendre avec Fadil que la Chine ne fait que capitaliser dans ce domaine culturel. Effectivement, puisque même avec sa stratégie de jeu de Go, qui consiste à occuper d'abord les extrémités avant d'atteindre le centre, vous verrez que la Chine est en train de nous occuper. La Chine est en train d'envahir presque tout le Cameroun aujourd'hui. Et si vous vous rendez compte, avant la période des Chinois, il y a par exemple les magasins chinois qui aujourd'hui rivalisent, qui ont causé même la chute de nos propres entreprises locales. Si vous constatez bien, tout est devenu un peu cher maintenant sur notre propre marché, parce que la Chine nous avait déjà habitués. Lorsqu'on a fermé les frontières, partout sur le marché, même les prix des téléphones ont augmenté, les prix des vêtements ont augmenté. Ça veut dire que nous, on dépendait déjà presque en moitié de la Chine. Et c'est aussi un danger. Et qui sont les acteurs, Fabrice Nemi, de la coopération bilatérale? Qui sont les acteurs? Les acteurs sont d'abord, du moins ceux qui jouent un peu le rôle de tutelle, les États. Mais sur le terrain, c'est beaucoup plus les multinationales, les individus et d'autres un certain nombre d'acteurs. Les États s'infiltrent à travers les multinationales. Exactement, c'est la raison pour laquelle nous avons dit que les États jouent un peu le rôle de tutelle. Et cela se matérialise sur le terrain à travers, par exemple,
des multinationales qui viennent coopérer avec les États. Par exemple, vous avez des entreprises étrangères. Des téléphonie mobile, par exemple. Des téléphonie mobiles sont un certain nombre de besoins des États. Ça peut être sur le plan de la santé, des BTP, de l'économie et de l'éducation. Des transports également. Des transports également. Et l'on observe que les États qui voient la coopération comme une voie de gain essaient de construire ou bien de créer des mécanismes pour pouvoir asseoir davantage la puissance et la internationalisation de leur rapport sur la scène internationale. Par exemple, tous les États qui pensent à une stratégie de coopération ont des différents mécanismes de coopération. Prenez par exemple la France. Vous avez l'Agence française de développement. L'Allemagne, la GIZ. Les États-Unis, l'USAID et la voie commerciale, la GOA. La GOA, oui. Vous avez même le Japon. Le Japon à travers la JICA, la Corée du Sud. Bref, c'est pour dire que tous ces États créent des mécanismes de coopération pour davantage asseoir leur influence et leur puissance sur la scène internationale. Et c'est donc les individus de ces États qui bénéficient donc de cette coopération. Lorsqu'on parle d'individus, on fait allusion aux grands hommes d'affaires qui bénéficient d'un certain nombre de marchés sur la scène internationale à travers ces pays-là. Et cela s'est beaucoup plus matérialisé, ou bien cela est beaucoup plus visible à travers les grands hommes d'affaires américains qui sont beaucoup plus implantés dans les États du Golfe lorsqu'ils coopèrent par exemple sur l'exploitation du pétrole. Et l'on observe que la venue au pouvoir de Donald Trump, il a tout simplement utilisé tous ces grands hommes d'affaires-là pour pouvoir les inclure dans son gouvernement. Donc c'est pour dire que la coopération a pour acteur principal les États, mais qui se matérialisent davantage à travers les multinationales et les individus. Qui aide qui, Fadil Koto? Non, c'est le donnant-donné. Donc, dans la coopération, il faudrait qu'il y ait équilibre. Donc, puisque on ne peut pas dire l'autre, c'est la mutualité, c'est le principe de mutualité. Donc, si tu me viens en aide, moi aussi, je te viendrai en aide. Donc, dans la coopération bilatérale, il n'y a pas à dire que telle aide dont l'autre, encore que dont rien n'est pour rien. En coopération internationale, souvent, elle se présente comme un panier à fruits où je ne suis pas obligé de consommer la mangue. Mais dans ce panier, je peux mettre la main, je retire plutôt un fruit qui est différent de... je me dis que, voilà à peu près le principe, rien n'est pour rien. Donc si je coopère avec tel ou tel autre État, je sais ce que je vais en tirer comme profit. La coopération, il n'y a pas de philanthropie en coopération. Alors, et comment elle a évolué jusqu'aujourd'hui? Est-ce qu'il y a amélioration quand même dans la façon de fonctionner, Fabrice? Elle a évolué parce que, bon, nous allons parler avec un regard africain. Un regard africain parce que nous avons observé que la plupart des États africains ont été colonisés. Et à l'époque, ces États ou bien ces pays africains ou bien ces colonies africaines, même si elles ont été régies en État à partir de la décennie 60 pour la plupart, étaient beaucoup plus liés à leurs anciens maires, c'est-à-dire leurs anciens colons. Or, ces États-là maintenant, face à la multiplication d'acteurs internationaux, ont eu à diversifier la coopération. Et cela s'est davantage matérialisé même à travers les principes diplomatiques du Cameroun, si on prend cet exemple, où on fait allusion à la diversification de la coopération. C'est-à-dire, l'acteur privilégié d'hier n'est plus privilégié tout simplement parce qu'il y a d'autres acteurs. C'est la raison pour laquelle on parle davantage de coopération sud-sud. Or, à l'époque, on parlait d'une coopération nord-sud entre les États forts et les États faibles. Donc, on observe tout simplement que la coopération bilatérale sur le prisme africain, puisque nous sommes partis de là, a évolué. Et même sur la grande scène internationale, les États, quel que soit leur degré de puissance, quel que soit leur niveau de développement, essaient de coopérer avec tout le monde. Parce que les enjeux sont tellement énormes que l'on ne saurait
uniquement compter sur un certain nombre d'acteurs. Donc, il est plus important et bénéfique pour ces États de diversifier leur coopération afin d'avoir une plus-value régulière et constante. Alors, est-ce que ce modèle de coopération sied au contexte, Fadil? Oui, effectivement, le modèle de coopération sied au contexte. Il a vraiment été très clair et explicite là-dessus. Ce modèle de coopération, dont en réalité au contexte, malgré le fait qu'il y ait souvent certains déséquilibres, où parfois on est plutôt contraint de coopérer. Il y a certaines... Contraint, vous dites? Oui, parfois on est contraint de coopérer, parce qu'on se retrouve dans une situation de faiblesse où on voit qu'on ne peut sortir de cette situation que si et seulement si on coopérait ou on cherchait la coopération donc avec l'autre. C'est un peu une sorte de réel politique. Voilà, effectivement. Et parce que vous évoquez la contrainte, quelles sont les contraintes justement ou les difficultés qu'on rencontre dans le cadre des relations entre États? Les contraintes peuvent être liées au fait que deux États estiment ne pas partager un certain nombre de points de vue convergents. Mais face... Et coopèrent quand même? Laissez-moi, j'y en viens. Mais face à l'urgence d'un certain nombre de besoins, ils sont maintenant obligés de coopérer. C'est la raison pour laquelle certains grands penseurs de ces relations internationales ont eu à théoriser la théorie des régimes qui stipule que face aux besoins diversifiés et urgents des États, les États, malgré la divergence, sont obligés de se mettre sous la même table et de coopérer, que ce soit sur le plan militaire, sécuritaire, économique et même culturel. Et cela se matérialise parfois par certaines crises internationales. Prenons par exemple l'aspect sécuritaire. Des États peuvent être confrontés à une crise sécuritaire. Ils sont maintenant obligés de coopérer entre eux parce que c'est la sécurité qui est mise en danger. Donc c'est un peu ce genre d'exemple qui fait en sorte que la contrainte est mise en valeur par le fait que les États qui hier ne coopéraient pas, mais sont obligés de coopérer pour pouvoir résoudre les problèmes auxquels ils sont confrontés de manière mutuelle. Alors, voici une question d'auditeur. Existe-t-il des États qui ne coopèrent pas? Il existe des États... Gaston Emana. Il existe des États qui techniquement ou bien officiellement ne coopèrent pas. Exemple, les États-Unis et l'Iran. On sait bien que depuis la venue au pouvoir de l'Ayatollah aux années 1970, la coopération entre les deux États, ou bien les relations diplomatiques entre les deux États ont été rompues. Mais, de manière officieuse, ces États-là peuvent coopérer à travers d'autres acteurs. C'est-à-dire, de manière officieuse, parce qu'il faut bien le préciser, ils peuvent communiquer, du moins se communiquer, même si ce n'est pas qu'une forme de coopération officielle, mais ils parviennent quand même à échanger parce que le fondement même de toute coopération, c'est l'échange. Ces États-là peuvent communiquer par l'entremise d'un certain nombre d'acteurs qui peuvent faire l'objet d'un certain consensus. Il y a même quand même et la coopération, du moins c'est le cas américain et cubain, où les États ne coopéraient pas depuis la crise des baies de cochon en 1952 par là, où ces deux États ne coopéraient pas. Il a donc fallu l'intervention du souverain pontife, le pape François, pour que les États avancent vers une dynamique de coopération. Et le dernier même en date, c'est la Corée du Nord et les États-Unis. Même si ces dernières années, on a encore d'observer une certaine dynamique pour que les États puissent de manière officielle coopérer. Mais le plus important à retenir ici est que on peut dire que il y a certains États qui ne coopèrent pas de manière officielle. Mais de manière officieuse, ceux-ci parviennent quand même à échanger par l'entremise dans un certain nombre de pays. Alors, vous trouvez d'autres contraintes liées à la coopération? Il peut y avoir rupture, non? Effectivement, il peut y avoir... Et ça se passe comment dans ce sens? Il peut y avoir rupture. Bon, le véritable problème maintenant, c'est que la coopération peut avoir plusieurs orientations. Tout dépend maintenant de l'orientation qu'on donnerait à la coopération.
comme l'auditeur qui tantôt posait la question de savoir si effectivement il existe des États qui ne coopèrent pas. Bon, dans un autre cas, dans un premier cas, il existe des États qui ne coopèrent pas. En écoutant qu'il existe des États qui ne coopèrent pas, ça veut dire qu'il existe des États qui ne baissent pas facilement la garde. Ça veut dire que si nous sommes dans une situation et qu'on nous impose par exemple de se comporter de la sorte, on peut refuser de se comporter et on dira maintenant que nous, on ne coopère pas par rapport donc, à la proposition qu'on a dit. Il y a des États dissidents dans le monde donc, qui, en matière de relations internationales, refusent carrément de coopérer. Et là, maintenant, M. Nemi a fait donc, allusion aux États-Unis et l'Iran. Mais, en réalité, il n'existe pas des États, il n'existe pas d'États qui ne coopèrent pas. Parce que chaque État aura quand même un allié quelque Effectivement. Donc, chaque État a toujours un allié. Et un allié volontiers, et même un allié involontiers. Donc, ça peut même être le voisin. Effectivement. Voilà. Dans les conditions que nous partageons, les réalités, notre position géographique peut entraîner forcément la coopération. Si je partage déjà une frontière avec toi, je prends le cas du Cameroun. Si vous partez du côté de Mbaïmboum, par exemple, au niveau de la frontière Cameroun-RCA par là, la frontière entre le Cameroun et la République centrafricaine, c'est au milieu du pont, le pont sur le Mbéré. C'est là-bas qu'il se trouve la zone tampon, là, c'est au niveau du pont, au milieu du pont. Ça veut dire que forcément maintenant, puisqu'on est obligé de coopérer avec puisque nos populations vont traverser, réciproquement. Réciproquement. Donc voilà à peu près certaines contraintes qui peuvent déterminer, qui peuvent orienter la coopération dans ce cas. Il y a ici également un certain nombre de contraintes, notamment l'aspect matériel, parce que la coopération suppose un engagement dans un certain nombre de moyens financiers. Parce que pour pouvoir coopérer, cela suppose que vous établissez des relations diplomatiques à travers un certain nombre d'États, et qui dit ouverture d'ambassade et les besoins matériels logistiques vont avec. Donc les États n'ont pas toujours ces moyens-là de pouvoir nouer des relations diplomatiques avec tous les États et de pouvoir coopérer. Le Cameroun, par exemple, ne coopère pas avec tous les États du monde. C'est-à-dire ne coopère de manière officielle, ne coopère pas avec tous les États du monde, mais parvient quand même à échanger à travers l'entremise d'un certain nombre d'acteurs. Par exemple, un État peut avoir une représentation diplomatique qui va couvrir 2, 3, 4, 5 pays dans la région. Donc cela suppose donc que c'est-à-dire les États qui jouent dans le rôle de tampon sont dans ces États qui de manière officielle coopèrent. Mais les États... Points focaux. Oui, des points focaux. Mais les États où il n'y a donc pas de représentation diplomatique de manière officielle, il y a quand même échange, mais pas l'entremise de cet État tampon-là. Oui, Fadil. Effectivement, c'est ce qui se passe, c'est ce qui se dessine sur la scène internationale. Mais j'insiste aussi que quand on parle de coopération en français, tout ce qui se termine par sion, généralement traduit l'action. Ça veut dire que tous les États sont presque en action. Voilà. Donc tous les États sont presque en action. Et du coup, maintenant, il n'existe pas d'État qui ne coopère pas si tous les États sont en perpétuel. Très bien, je vais vous demander, le Cameroun est-il un bon partenaire de coopération bilatérale? Je veux dire, un bon acteur dans le jeu des relations bilatérales? Oui, le Cameroun est un bon acteur. Parce que le Cameroun sait. Le Cameroun ne coopère pas à partir de rien. Le Cameroun sait pourquoi il coopère avec tel ou tel autre État. Donc il n'existe pas de mauvais acteurs ou de bons acteurs en coopération bilatérale. Donc Nemi est pressé de prendre la parole. Pour ajouter en plus à cette question, nous avons tout simplement dit que le Cameroun sur la scène internationale a toujours une voix qui porte. Ça, c'est vous qui le dites? Non, c'est pas nous qui le disons, ce sont les faits qui le disent. Quel fait, Fabrice? Prenons par exemple la coopération entre le Canada et le Cameroun. Est-ce que vous savez que à partir de 60, le Cameroun est le premier pays d'Afrique subsaharienne qui a une représentation à travers lequel le Canada coopère? Vous savez pourquoi? Non.
par l'aspect du bilinguisme. Il y a quand même, et récemment même, pour le cas de la coopération entre le Cameroun et le Canada, on sait bien que les années après, c'était Stephen Harper, l'ancien premier ministre canadien avant Trudeau, c'était beaucoup plus détourné de l'Afrique pour l'Asie du Sud-Est. C'est la raison pour laquelle il a fermé un certain nombre d'ambassades. Et parmi ces ambassades, il s'est posé la question du Cameroun. Or, le Cameroun, pour le Canada, est un État très important, notamment par l'aspect culturel, le bilinguisme. C'est la raison pour laquelle la représentation diplomatique du Cameroun a été érigée en haut commissariat. Dans le Cameroun ici, pour le Canada, joue un rôle de tampon à travers un certain nombre de pays, que ce soit le Gabon ou bien la Guinée équatoriale. Donc c'est pour dire que le Cameroun ici est un État à travers lequel les États, un certain nombre d'acteurs sont contents et vraiment confiés à coopérer. Prenons même encore le cas récent africain, où par exemple, face à la crise libyenne, vous avez à constater que nous disions tout à l'heure que la coopération suppose un certain nombre de ressources matérielles dont les États ne disposent pas toujours. La Libye, par exemple, était contrainte à fermer un certain nombre de représentations diplomatiques sur la scène internationale. Le Cameroun partait même dans cette fermeture. Le Cameroun partait, mais le gouvernement libyen s'est rendu compte que le Cameroun dans la région reste un acteur privilégié de la coopération bilatérale. Oui, Fadil Okotou, vous confirmez, parce que d'ailleurs c'est vous qui l'avez dit en premier, que le Cameroun, qu'il n'y a pas de mauvais acteur dans le jeu de coopération bilatérale. Il n'y a pas de mauvais acteur dans le jeu de coopération bilatérale, parce que la coopération bilatérale, on a été très clair là-dessus, que chaque État sait vraiment pourquoi coopérer avec son voisin, et ne croyez pas que l'autre État vraiment ne gagne rien. Dans tous les États, il n'y a pas de bon acteur ou de mauvais acteur. Le Cameroun est un bon acteur en matière de coopération bilatérale. Encore que le Cameroun a une particularité. Si nous prenons le cas de l'Afrique centrale, les Camerounais se distinguent facilement dans le cas de l'Afrique centrale. Lorsque vous partez dans certains pays, lorsque vous déclarez en public que vous êtes Camerounais, du coup maintenant vous captivez l'attention du plus grand nombre du plus grand nombre. C'était pas avant ça? Non, ce n'est pas que c'était avant. Même actuellement, lorsque vous affirmez être Camerounais, ça ne peut pas vous attirer plutôt des problèmes, si vous le dites? Non, bon, justement, ça dépend du contexte où on se trouve. Parce que dire qu'on est Camerounais, on sait qui est le Camerounais, on sait que impossible n'est pas Camerounais. Et bref, il y a toujours cette curiosité-là. Il y a toujours cette curiosité-là qui pousse les États à venir à véritablement voir ce qui se passe au Cameroun. Et le Cameroun bénéficie même d'un atout naturel, qu'est sa centralité, non seulement en Afrique centrale, mais également dans toute l'Afrique, dans toute l'Afrique en général. Et cette centralité a été beaucoup bénéfique pour un certain nombre d'acteurs étatiques et même d'acteurs en termes d'organisation internationale. Est-ce que vous vous rendez par exemple compte que c'est en raison de la centralité géographique du Cameroun en Afrique que le Cameroun a été choisi pour habiter la barre de l'Océan continental de la force africaine en attente. Donc c'est pour dire que cette centralité suscite toujours l'attention et la crainte des États à travers lesquels ils peuvent nouer des relations diplomatiques avec le Cameroun. Alors Fabrice Némé, est-ce que la coopération bilatérale est le modèle de relations dont le monde entier a besoin aujourd'hui face à une mondialisation qu'on voit? L'on ne saurait répondre de manière lapidaire et emphatique que la coopération bilatérale est le meilleur moyen à travers lequel les États peuvent coopérer, parce que face à la mondialisation à laquelle vous avez évoqué, on observe dans cette excroissance-là des rapports interétatiques à travers maintenant des relations multilatérales. Qui s'imposent d'ailleurs. Qui s'imposent d'ailleurs et qui sont également un moyen à travers lequel les États qui n'ont pas pu asseoir ou bien
résoudre leur insuffisance et leurs besoins sur l'aspect bilatéral vont maintenant sur la voie multilatérale pour captiver et bénéficier d'un certain nombre d'avantages. Donc, pour dire que... Et on voit aussi l'inverse. On voit certains pays qui quittent beaucoup plus les liens multilatéraux aujourd'hui pour se réfugier dans les relations bilatérales. Oui, parce que... le cas du président Trump avec les États-Unis, ça se voit. Oui, parce qu'on a observé tout simplement que face à l'intergouvernementalisme, parce que quand on parle de relations multilatérales, c'est tout simplement des États qui décident d'abandonner partiellement leur souveraineté et de la confier à une entité politique qui joue un peu le rôle de régulateur. Face maintenant au rôle de régulateur que cette entité politique est appelée à jouer pour pouvoir satisfaire les intérêts des différents acteurs, certains États estiment que leurs intérêts ne sont pas toujours privilégiés. C'est la raison pour laquelle ces acteurs-là sont parfois obligés de quitter la voie multilatérale pour la voie bilatérale. Prenons par exemple le cas récent avec le Royaume-Uni qui est sorti de l'Union européenne. Le Royaume-Uni estime que, à travers l'Union européenne, qui est une forme de coopération multilatérale, leurs intérêts ne sont pas toujours satisfaits. C'est la raison pour laquelle ils ont maintenant opté pour la voie bilatérale à travers maintenant des relations beaucoup plus privilégiées avec un certain nombre d'acteurs étatiques, que ce soit sur la scène africaine, américaine et même européenne. Fadil. Oui, je dirais que les états de besoins politico-diplomatiques, économiques, culturels, sécuritaires déterminent et orientent la coopération bilatérale donc entre deux États. Donc c'est l'ensemble, ce sont des états de besoin donc, qui déterminent donc, la nature même de la coopération bilatérale entre les États. Et je crois que nous sommes sans ignorer que je ne peux pas coopérer. Donc, comme on l'a si bien dit, si je ne suis pas peut-être dans un manque, ou je ne suis pas dans le besoin de quelque chose, c'est la raison pour laquelle j'ai dit que les états de besoin sur le plan politique... Mais vous pensez que c'est le modèle type de la coopération aujourd'hui dont le monde en a besoin? Oui, c'est le modèle type de la coopération aujourd'hui dont le monde en a besoin. C'est le modèle type à partir du moment où nous sommes aujourd'hui... en train d'entamer ce que nous avons appelé la 4e génération. La 4e génération aujourd'hui est beaucoup plus accentuée sur l'information. Donc on est toujours dans le besoin d'être informé. On est toujours dans l'information ne se fait pas. Donc l'information est un indicateur de puissance. Les États aujourd'hui qui ont le pouvoir sont des États qui ont de l'information. Et généralement, vous allez souvent dire que l'information s'achète. Ça veut dire quoi? Je me retrouve parfois dans une sorte de contrainte de coopérer avec tel État parce que cet État détient une certaine information dont moi je n'en ai pas. Même aujourd'hui, dans nos films, dans tout ce que nous avons eu à citer, on se retrouve. C'est le modèle type de la coopération aujourd'hui. Mais est-ce que dans ce sens, Fabrice Némi, on n'a pas l'impression qu'il faudrait peut-être choisir des États forts ou alors sélectionner les États avec lesquels il faut coopérer? Non, c'est vrai, dans la coopération, il y a des acteurs privilégiés, ce qui est toujours sûr. Il y a des acteurs secondaires et même tertiaires. Cela suppose donc que la coopération, à partir de cette catégorisation, ne peut pas être équilibrée à partir du fait que les États estiment qu'il y a certains acteurs avec lesquels les relations doivent toujours être fortes, consolidées et privilégiées. Par contre, il y a certains acteurs à travers lesquels, si les enjeux, parce que c'est un problème d'enjeu. Si les enjeux ne sont pas conséquents et énormes, ils estiment maintenant qu'ils peuvent tout simplement remplir certaines formalités pour parler de manière triviale, coopérer, mais ils vont beaucoup plus mettre l'accent sur un certain nombre d'acteurs privilégiés. C'est-à-dire il y a des coopérations qui seront beaucoup plus fortes et qui seront matérialisées sur un certain nombre d'aspects diversifiés. Or, les acteurs secondaires, tertiaires, où les enjeux ne sont pas
tellement conséquent, on va tout simplement observer une certaine symbolique de cette coopération-là. Très bien. Y a-t-il quelque chose à améliorer dedans, Fadil Koto? Oui, il y a toujours quelque chose à améliorer, puisqu'on pourra parler de perfection dans le cadre de la coopération bilatérale. On va améliorer. Donc, les États doivent développer une certaine honnêteté, donc une certaine franchise. En matière de relations internationales, ils doivent être honnêtes. Donc, avec, vous pensez que c'est possible? L'honnêteté ici, c'est dans le respect des traités et des conventions. Donc, je ne parle pas de l'honnêteté dans le sens premier. Donc, je parle de l'honnêteté dans le sens du respect des conventions, les traités que nous avons signés. Quelles sont les clauses? Donc, parce que dans la plupart des cas, on s'est rendu compte que les problèmes de la coopération, beaucoup d'États violent le principe. Et c'est parce qu'on viole généralement ce principe que cela pose un problème dans la plupart des cas. Effectivement. On a vu le problème de pêche en Europe avec ces populations. Pour ajouter à ce qu'il disait, c'est que lorsqu'il fait allusion ici à la honnêteté, c'est tout simplement honnêteté autant pour nous, c'est tout simplement pour faire allusion à un certain nombre d'acteurs étatiques qui se distinguent par le respect du droit international. Et sur la scène mondiale, il y a le Canada qui se démarque sur cet aspect des choses. Vous savez bien que le Canada accorde beaucoup plus un intérêt sur les valeurs morales dans sa coopération. Et c'est la raison pour laquelle elle a toujours eu à critiquer un nombre d'acteurs qui ont parfois bafoué le droit international, même l'acteur privilégié que sont les États-Unis. Donc c'est pour dire que face à certaines dérives auxquels certains acteurs internationaux se lancent sur la scène dans la coopération, il y a certains acteurs qui essayent quand même néanmoins de respecter le droit international parce qu'ils accordent une certaine importance à un certain nombre de valeurs morales. Mais le plus important ici, que nous puissions dire dans la coopération bilatérale, il faudrait que les États, lorsqu'ils coopèrent, essaie toujours de privilégier l'intérêt national. Et c'est un message que nous adressons ici aux États africains. Parce que on observe pour la plupart des cas que l'Afrique coopère, c'est vrai, mais lorsqu'on voit cette forme de coopération, on se pose la question de savoir... Elle ne sert pas l'intérêt national. Elle ne sert pas toujours l'intérêt national. On a fait des États qui ont des ressources naturelles, mais qui sont pillées, parce qu'il faut bien le préciser, même si la coopération est nouvelle, mais qui sont pillées. Et lorsqu'elles sont pillées, on ne peut plus parler d'une coopération d'égal, 50-50. Donc les rapports de force, c'est vrai, qui sont toujours déséquilibrés, mais il faudrait que les États pensent toujours, lorsqu'ils coopèrent, à l'intérêt national. Et ils doivent penser non pas seulement au présent, à l'avenir. Et c'est ce que les États forts font. Ils ne pensent pas toujours au fait qu'ils coopèrent. Par exemple, pour être pratique dans ce que vous dites. Pour être pratique, par exemple, les États-Unis, la France. C'est-à-dire, ils pensent au lendemain. C'est-à-dire, ils pensent au devenir de la France. Ils pensent au devenir des États-Unis en 2050, en 2100, ainsi de suite. Et lorsqu'ils le font, ils estiment, ils savent bien qu'ils ne seront plus là. Mais ils pensent aux générations futures. Vous pensez que le Gabon, le Cameroun, ne pense pas aussi au devenir? Non, le dire ainsi vraiment serait fait dans la langue de bois. Parce qu'on se rend bien compte que c'est vrai, il y a certains aspects qui sont positifs, mais il faudrait généraliser sur le fait que les États africains ne pensent pas toujours à l'avenir des futures générations de leur population. Et ça doit se faire comment, Fadil? Bon, tout a été presque dit. Je dirais que... On ne peut pas tout dire, Fadil. Non, quand je dis tout a été dit, ça voudrait donc dire que dans tout, on doit toujours sortir quand même quelque chose. Donc ces États africains doivent être, comme on l'a si bien dit déjà, sérieux, donc honnêtes, et puis maintenant penser à une sorte de développement, de coopération bilatérale durable. Et quand je fais allusion ici à la coopération bilatérale durable, je voudrais évoquer la notion de solidarité avec les générations futures. Donc, il faudrait qu'en optant donc coopérer dans tel sillage ou dans tel contexte avec un État, qu'on se rappelle au moins, donc qu'on se souvienne au moins, qu'on se dise au moins que est-ce que cela sera bénéfique pour notre génération ou pour des générations à venir.
Parce que si nous coopérons tout en tenant compte de l'instant, je crois qu'en réalité, cela ne pourra pas être très utile donc, pour nous, Africains surtout. Donc, je garde quand même foi que en restant honnête en matière de relations internationales, en respectant les clauses, je crois vraiment que ça sera la bonne et ça sera une issue plus favorable. Très bien. On va donc, Fabrice, conclure que la coopération bilatérale, bonne chose, mais l'Afrique peut mieux faire, c'est ça? La coopération bilatérale, bonne chose, c'est très bonne chose parce qu'elle est dans la première voie à travers laquelle les États échangent. Mais il faudrait que celle-ci reste améliorée, non seulement par un certain équilibre entre les puissances, même si cet équilibre-là ne peut pas toujours exister, mais il faudrait toujours que cet équilibre-là puisse être recherché entre les États qui n'ont pas une certaine assise en matière de puissance internationale. Il faudrait également que les États puissent davantage captiver les bienfaits de cette coopération bilatérale. Et même si ces bienfaits ne peuvent pas toujours être prouvés sur l'aspect bilatéral, ils peuvent davantage être prouvés sur l'aspect multilatéral. Il faut davantage que les États pensent au fait que les relations multilatérales soient également un moyen à travers lequel ils peuvent également asseoir leur puissance et leur intérêt national. Très bien, regard sur la diplomatie, l'émission rentre en gare pour vous servir ce soir. Ulrich Kemoué était à la mise en onde, également au cadrage vidéo. Régie d'antenne, Carole Prudence Tientu, coordination éditoriale Bertrand Rona, coordination centrale Roger Kiek de Kiki, supervision générale Pasteur Emmanuel Noël Bissaï, Yves Modeste Ngui, c'est mon nom. Mesdames, Messieurs, retrouvez la rediffusion de ce programme à partir de 1h du matin. Vous pouvez également revoir l'émission sur les pages Facebook et YouTube. Regard sur la diplomatie. D'ici à là, portez-vous bien et passez une excellente fin de semaine. Rendez-vous est donné pour jeudi prochain, même heure, même fréquence.